Ah, les réseaux sociaux. Ce théâtre permanent où les fantômes du passé reviennent nous hanter, non pas avec des chaînes cliquetantes, mais avec des tweets d'une ironie si dense qu'elle pourrait courber l'espace-temps. Prenez Reza Siro-Pahlavi, rejeton de la dernière lignée impériale de Perse, qui, du haut de son exil doré, nous gratifie d'une prophétie: le régime des ayatollahs est à l'agonie, le peuple est uni, l'armée est divisée, c'est la chute du mur de Berlin sur les bords du golfe Persique, et lui, tel un sauveur providentiel, se pose en alternative, promettant des procès équitables à ceux qui n'en ont jamais accordé. La scène serait presque touchante si elle n'était pas d'un grotesque achevé. Car pour parler de libération nationale, il faut avoir une mémoire d'une sélectivité olympique. Oubliez par exemple que Papa Pahlavi, le grand Shah d'Iran, n'est pas monté sur le trône par la grâce de Dieu ou le suffrage universel, mais par la brutalité d'un coup d'État. Un putsch, mes chers amis, orchestré en 1953 par les parangons de la liberté et de la démocratie, les services secrets britanniques et américains. Une petite sauterie nommée Opération Ajax, qui fut en quelque sorte le premier péché originel de la CIA. Son baptême du feu dans l'art délicat du changement de régime, à la cool, avec un budget modeste et des mains en apparence propres. Pour comprendre cette tragédie shakespearienne noyée dans le pétrole, il faut remonter le temps, à l'aube du XXe siècle. Imaginez un shah de Perse, Mozaffar al-Din, signant sur un coin de table un accord qui relève du hold-up cosmique. Pour la modique somme de 20 000 livres sterling, de quoi s'acheter aujourd'hui un scooter d'occasion, il cède pour 60 ans les droits d'exploration pétrolière de tout son royaume à un certain William Knox Darcy. De cette aumône naîtra la monstrueuse Anglo-Iranian Oil Company, ou AIOC, détenue à 51% par Sa Majesté le gouvernement britannique. Pourquoi un tel intérêt ? Parce qu'un certain Winston Churchill, alors à la tête de la marine, avait eu l'idée génie de convertir la Royal Navy du charbon au pétrole. Le sang noir de la Perse allait donc irriguer les veines de la thalassocratie britannique et alimenter son effort de guerre. L'Iran, sans même le savoir, devenait la station-service de l'Empire. Mais voilà qu'un cosaque au caractère bien trempé, un certain Reza Khan, débarque en 1921, dépose la dynastie précédente et décide que la fête est finie. Il commence par lorgner vers l'Union soviétique pour faire contrepoids avec les Britanniques, puis lance un programme de modernisation frénétique. L'idée est simple, utiliser les revenus du pétrole pour construire une nation moderne. C'est là qu'entre en scène notre héros tragique, Mohamed Mossadegh. Membre du Parlement, il met le nez dans les comptes de la AIOC et découvre ce que tout le monde suspectait: les Britanniques trichent. Ils pillent, ils sous-valorisent, ils siphonnent les profits, laissant à l'Iran des miettes. La révélation met le feu aux poudres, le ressentiment populaire explose et Téhéran exige de renégocier. Face au mépris londonien, la Perse, dans un pivot géopolitique audacieux, se rapproche de l'Allemagne. Mauvais timing. La Seconde Guerre mondiale éclate. Les Britanniques et les Soviétiques, soudainement meilleurs amis du monde face à Hitler, envahissent l'Iran pour sécuriser le pétrole. Reza Khan est contraint d'abdiquer en faveur de son fils, le jeune et malléable Mohammad Reza Pahlavi. Les Américains, nouveaux venus dans la danse, s'installent et, par la magie de leur soft power, éclipsent rapidement les vieux lions britanniques en déclin. La guerre laisse l'Iran exsangue et humilié. Le débat sur le renouvellement de la concession à la AIOC devient une affaire d'honneur national. Les rues grondent. Le Premier ministre qui penchait pour une renégociation est assassiné. C'est dans cette atmosphère incandescente que le Parlement, à l'unanimité, nomme Mohamed Mossadegh Premier ministre. Sa première mesure, historique et suicidaire, la nationalisation de la AIOC, rebaptisée National Iranian Oil Company. La réaction britannique est d'une violence inouïe, c'est l'apoplexie impériale. Déploiement de cuirassés, blocus économique, gel des avoirs, Londres exige des indemnités délirantes, calculées non pas sur la valeur de ce qu'on leur a pris, mais sur les profits qu'ils comptaient faire jusqu'à la fin des temps. C'est une déclaration de guerre économique visant à étrangler la jeune démocratie. Pendant que l'économie iranienne suffoque, dans les coulisses feutrées de Washington, le directeur du MI6 rencontre son homologue de la CIA, le tout-puissant Allen Dulles. L'idée d'un changement de régime est mise sur la table. Pour les États-Unis, le nationalisme de Mossadegh est un virus mortel.
Il pourrait donner de mauvaises idées à d'autres nations et menacer le cartel des compagnies pétrolières américaines qui régnaient sur le monde. Stratégiquement, ce vieux fou de Mossadegh était un neutraliste, un mot qui, en pleine guerre froide, était un synonyme à peine voilé de crypto-communiste. C'est là que les frères de l'Est, Allen à la CIA et John Foster au département d'État, entrent en scène. Ces deux archanges du capitalisme puritain, anciens avocats du prestigieux cabinet Sullivan & Cromwell, qui gérait jadis les investissements américains en Allemagne nazie, sont l'incarnation même de l'État profond américain. Ils murmurent à l'oreille du président Eisenhower que Mossadegh est sur le point de faire basculer l'Iran dans le giron soviétique. Le discours est rodé, la paranoïa est l'outil. Eisenhower, malgré ses belles paroles sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donne son feu vert. L'Iran sera le cobaye. L'opération Ajax est lancée. Le chef d'orchestre sur le terrain, un certain Kermit Roosevelt, petit-fils de Teddy, comme quoi la politique étrangère américaine est aussi une affaire de famille. On contacte un général iranien à la retraite, Fazlollah Zahedi. On lui file 100 000 $, une somme princière, pour rassembler tous les mécontents du pays en une seule force de frappe. On débloque 5 millions de $ supplémentaires pour acheter des consciences à tour de bras. Le coup est prévu pour la nuit du 14 août. Sauf que Mossadegh, qui n'est pas né de la dernière pluie, est au courant. Il déploie ses fidèles. Quand la garde impériale se pointe pour l'arrêter, elle se retrouve encerclée et désarmée. C'est un fiasco monumental. Le général Zahedi se terre dans une planque de la CIA. Le Shah, pris de panique, s'envole pour Rome, probablement pour noyer son chagrin dans une stracciatella. À l'anglais, c'est la panique. L'ordre tombe. On annule tout, on efface les traces. Mais Kermit Roosevelt, dans un acte qui relève soit d'une insubordination de génie, soit d'une pièce de théâtre magnifiquement écrite pour protéger la Maison-Blanche, décide de jouer son va-tout. 5 jours plus tard, il organise un spectacle macabre. Des centaines de bus et de camions, remplis de nervis, de mercenaires et de manifestants payés la journée, convergent vers Téhéran. C'est le chaos organisé. Ils prennent d'assaut les ministères, la radio, les postes de police. Les combats sont d'une violence extrême. Des centaines de morts jonchent les rues. Mossadegh, abandonné par une partie du clergé chiite, est finalement arrêté. Le général Zahedi, grassement payé, prend le pouvoir, lance des purges sanglantes et prépare le retour du Shah. Revenu de ses vacances romaines, Pahlavi impose la loi martiale et transforme l'Iran en pilier de la stratégie américaine contre l'URSS. Son pays devient une forteresse, surveillée par la redoutable SAVAK, sa police secrète formée par la CIA et le Mossad. Et le pétrole, me direz-vous? Ah, le pétrole! En 1954, un nouveau consortium international est créé. Les Britanniques, grands perdants, ne récupèrent que 40% de leurs anciens droits. 40% supplémentaires vont, comme par magie, aux compagnies américaines. Et notre ami Kermit Roosevelt, il quitte la CIA en 1958 pour devenir vice-président de la Gulf Oil, une des heureuses bénéficiaires du nouveau partage. Son cabinet de conseil sera ensuite généreusement rémunéré par le gouvernement iranien et par des firmes d'armement. Quant au cabinet d'avocats des frères de l'Est, Sullivan & Cromwell, il avait pour client la Standard Oil, autre membre du consortium. La boucle est bouclée. Le crime n'était pas seulement politique, il était commercial. Ce qui s'est passé en Iran en 1953 n'était pas une simple anecdote de la guerre froide. C'était la création d'un modèle, une matrice. La première opération de changement de régime réussie de la CIA, où les intérêts stratégiques de l'État et les intérêts financiers d'une élite corporatiste se sont entrelacés jusqu'en ne plus former qu'un seul et même monstre. Un péché originel dont les conséquences sanglantes se font encore sentir aujourd'hui. Pour que je puisse continuer à déterrer ces charmantes histoires de famille, soutenez-moi ce Patreon, offrez un pouce bleu à cette autopsie vidéo et rejoignez notre conclave sur Telegram. Les liens sont, comme il se doit, en description.